Bonjour à toutes et à tous. Alors nous voilà ensemble, hein, on est près de 300, pour partager sur IA et éducation. Eh bien, surtout avec nos invités, que je vous présente tout de suite quelques secondes, on va finalement aborder trois choses. On va bien entendu aborder l'utilisation de l'IA pour l'éducation, en essayant d'améliorer l'éducation, pas juste de faire de l'IA pour l'IA. On va aussi aborder le sujet dual qui est de enseigner, faire comprendre ce que c'est que l'IA à toutes et tous, au-delà de l'éducation. Et puis, il y a un troisième axe qu'on évoquera, peut-être Pierre-Yves et Margarida, sur le fait que, puisque l'IA, c'est de l'apprentissage machine, on peut aussi utiliser ces modèles d'apprentissage machine pour mieux comprendre l'apprentissage humain. Alors, avant toute chose, bien moi, je vous proposerais bien de donner la parole à Bénédicte et Marie, qui sont les ingénieurs pédagogiques grâce à qui on a ce MOOC. Et peut-être vous donner la parole pour dire en quelques mots où on en est de cette superbe ressource. Merci beaucoup à toi Thierry. Donc moi je prends la parole en premier. Je suis Bénédicte Cardon, j'ai travaillé pendant 3 ans sur ce projet avec Marie. On est très heureuse d'être là ce soir. L'idée que le MOOC AI40 auquel vous êtes inscrit, c'est un MOOC issu d'un projet européen, un projet qui s'appelle Intelligence artificielle pour et par les enseignants. Actuellement, vous êtes presque 7800 inscrits et vous êtes nombreux aussi ce soir. Merci à vous. Et une de nos grandes joies, c'est que il se passe plein de choses dans le forum. Donc, on est heureux de suivre cette communauté qui vit et qui échange beaucoup. Et tout de suite, peut-être Thierry, est-ce que tu veux qu'on partage le résultat du sondage qu'on avait proposé en amont ou tu souhaites d'abord présenter tes slides et on fera ce petit retour ensuite? Vas-y. C'est à toi. Alors, on vous avait posé une courte question en amont du webinaire et on va partager avec vous le visuel de vos réponses, qui normalement ne devrait pas être... Voilà, j'espère que vous le voyez. Rapidement, comment on a élaboré ce sondage? En fait, ce qui nous a intéressé dans le forum, c'est que vous êtes nombreux à partager des outils et partager des usages. Donc, on avait envie, en fait, en partant de tous les outils qui avaient été partagés et des usages associés, de faire ce retour vis-à-vis de vous à l'occasion de ce webinaire. Vous étiez très nombreux à mentionner, par exemple, d'utiliser des ressources pédagogiques pour créer des images. C'était quelque chose, moi, par exemple, c'était pas nécessairement évident. Et puis, vous étiez aussi certains à dire que vous ne l'utilisiez pas du tout. Donc, on trouvait intéressant d'avoir un instantané, vraiment à l'instant aujourd'hui, qui ne préjuge pas de demain, mais de partir de ce visuel que je trouvais assez parlant pour revenir sur les thématiques évoquées Thierry tout à l'heure sur qu'est-ce que peut faire l'IA pour les enseignants et les élèves. Merci Thierry. Super. Alors, effectivement, on doit à un de collègues enseignants, Romain Jameau, un très joli visuel qu'on ne va pas avoir le temps de détailler là, mais qui va être mis en partage sur le MOOC, et je vous le redonne ici, qui essaye de classer, qui a fait vraiment un gros travail pour essayer d'organiser un petit peu les usages de l'IA. Se documenter, je ne vous les lis pas tous, préparer des cours, des contenus, des évaluations, et puis j'aime beaucoup, par exemple, l'idée que cela peut aider à développer l'esprit critique. On va débattre avec l'IA, qui n'est qu'une machine, même si ses performances sont assez étonnantes, pour essayer un petit peu de mieux comprendre ce qui est l'esprit critique humain. Voilà, suivre les élèves, etc. Et il a aussi fait ce travail au niveau d'usage des élèves. Révision et des devoirs, là pareil, je vous le laisse sans le lire en détail, et je note devant Margarida, soutien à la création. Et aussi quelque chose qui m'a interpellé, c'est préparation à l'orientation. Effectivement, après les enseignements, on s'oriente. Et c'est peut-être ces deux images que je vais encore laisser quelques secondes qui pourraient servir de starter aux différentes discussions, aux différents débats, tout particulièrement, Axel, si on avait la chance d'avoir quelqu'un qui pourrait faire un retour d'expérience au niveau de l'IA.
Et donc, si je ne me trompe pas, dans l'ordre des présentations, c'est bien effectivement à toi de prendre la parole tranquillement. On va juste prendre une seconde, voir si déjà dans le chat, il y a donc dans le clavardage, pour employer un terme qui n'est pas franglais, il y a déjà des questions ou des remarques. Il y a par exemple Marianne qui dit pas de mention de la triche si c'est pas visible sur mon slide, mais effectivement Romain y a pensé. Oui, bien sûr, Sandrine, on va récupérer ce diaporama. Et ben Axel répond aussi qui va aborder le sujet. Donc on est peut-être en train de faire une transition vers toi, Axel. Merci beaucoup Thierry, merci à toutes et tous pour d'être présents ce soir et merci surtout beaucoup à l'équipe INRIA et du Learning Lab en particulier pour cette invitation. Donc je suis Axel Jean de la direction du numérique pour l'éducation. Donc je suis ravi de pouvoir partager ce temps avec vous et je voulais commencer par une image, vous voyez sur un réseau qui est assez irrégulier et au cœur duquel se trouvent le professeur et les élèves quand il s'agit d'IA et d'éducation. Autour, j'ai mis des mots relativement simples qui correspondent à ce qu'on essaie de développer comme service au bénéfice des apprentissages des élèves et pour aider les professeurs en s'appuyant sur les services qui sont développés sur des briques de technologie d'intelligence artificielle. Quand on dresse les questions autour de IA et éducation, on va aborder 3 entrées principales, être, vouloir, devoir. Donc répondre à qui nous sommes, et je finirai sur qui nous additionne parfois, quelle place nous voulons donner à l'IA quand il s'agit d'éducation, et quelles clés et comment nous devons partager des services basés sur de l'IA pour enseigner et pour apprendre. Mais le point central, c'est quoi que nous fassions, il faudra toujours garder en tête qu'il faut que le professeur toujours soit dans la boucle de décision, de choix, d'évaluation, et qu'on soit toujours au bénéfice de l'élève. Si ça n'est pas le cas, alors on sort du registre des démocraties et on rentre dans des zones qui ne relèvent plus de l'école. L'IA en éducation est dans un cadre avec plusieurs cercles qui viennent se renforcer et il faut rendre crédit à Villani qui, il y a plusieurs années maintenant, avait posé un rapport qui fait date, donc AI for Humanities, qui porte vraiment très bien son nom. Ensuite, nous avons une stratégie du numérique pour l'éducation qui concerne notamment les sujets autour de l'IA et qui a été mise à jour en janvier 2024 pour faire une nouvelle itération de cette stratégie numérique pour l'éducation afin de mieux intégrer les accélérations récentes autour des IA génératives notamment. Au-delà des enjeux du ministère, il y a la stratégie nationale autour de l'IA, donc qui concerne différents ministères, parce que le sujet ne relève pas que, alors je vais reprendre la main sur les diapositives, voilà, je m'en occupe, ne concerne pas que l'éducation, et clairement, on a des enjeux aussi d'orientation, de nouveaux métiers émergents sur lesquels l'éducation doit participer pour que les jeunes filles et les jeunes garçons choisissent aussi en connaissance de cause des filières nouvelles qui émergent, qui pourront s'appuyer sur ces nouveaux développements et cette révolution industrielle en cours. Enfin, on a la chance de partager des valeurs entre collègues européens et il y a un Digital Education Action Plan qui a bien un axe dédié aux évolutions d'innovation et d'intelligence artificielle. Et je finis enfin par le point que l'UNESCO, naturellement, au niveau encore plus mondial que la seule Europe, publie très régulièrement de très bons contenus de réflexion qui doivent irriguer, enrichir nos réflexions et les décisions qui sont prises dans les États. Donc, en gros, on a quelque chose de systémique qui se produit et qui a de très nombreux enjeux pédagogiques, sociétaux. Je les ai gérés, je les ai listés ci-dessous. Et nous, on est toujours sur une base scientifique systématiquement pour le crédit qu'on doit apporter dans des attendus qui sont évidemment pédagogiques, mais aussi éthiques et juridiques, et toujours au bénéfice des professeurs et des élèves. Je passe sur cette diapo assez rapidement parce que vous en avez sans doute conscience ayant pratiqué le MOOC qui est mis à votre disposition. On commence par la gauche. On est sans doute dans une révolution industrielle qui va générer d'immenses transformations. Ces transformations nécessitent, c'est une condition nécessaire, d'enclencher des formations à tout niveau, évidemment en direction des élèves. Et pour que ce soit correctement réalisé, il faut que les profs se forment entre eux et qu'il y ait des formations qui soient prévues pour eux. Je continue la boucle. Pourquoi? Pour tenir notre vocation d'adresser la société telle qu'elle est, telle qu'elle devient, telle qu'elle se transforme, avec un enjeu essentiel d'avoir des citoyens qui fassent des choix éclairés. Pour cela, il faut qu'ils soient très très bien formés, et notamment la brique essentielle sur laquelle je vais revenir, qu'ils aient un esprit critique et qu'ils soient toujours vigilants par rapport à l'éducation aux médias et à l'information et à la citoyenneté en construction.
Je continue la boucle. Pour cela, donc, il s'agit de se préparer, d'accompagner les jeunes citoyens et les professeurs, de cadrer des modalités d'usage et de pratique. Et enfin, il y a une brique déterminante qui n'est pas commune, c'est qu'il s'agit que les professeurs, les formateurs, les inspecteurs, toute la chaîne sache le minimum, les attendus, les basiques autour de ce que peut faire l'IA, ce que doit faire l'IA, ce qui n'est pas la même chose. Et donc le MOOC, on espère bien, a répondu en partie à ces éléments-là. Et donc après, ça peut tourner, voilà. Il s'avère que c'est relativement rare de vivre des révolutions industrielles. Nous en traversons probablement une. Et c'est évidemment le rôle et l'honneur de l'école que de la préparer au mieux pour les jeunes citoyens, les jeunes filles et les jeunes garçons qui nous sont confiés. Là, une diapo qui fait une rapide synthèse des documents, des ressources que nous mettons à disposition, le ministère et les académies, donc des ressources d'information, et notamment une lettre EduNum, donc je la montre, mais rapidement, qui a été publiée en janvier 24, qui permet d'aborder des repères de pratique de manière ce qui peut un peu surprendre, non pas en mathématiques et uniquement en sciences, mais en philosophie, en histoire des arts, en arts plastiques, en éducation musicale, en langue vivante, mais aussi en sciences, donc sur des collectes de pratiques qui commencent à se compiler et qui émanent du terrain, donc qui émanent des enseignants, de vous en fait. Et c'est effectivement une lecture que je vous invite à aller découvrir, donc la lettre 21, qui je crois sera vraiment une référence inspirante, je l'espère. Par ailleurs, on propose des ressources de formation, donc qui émanent des groupes thématiques numériques portés par le ministère, mais dont Margarida parlera et dont elle est l'une des pilotes d'un groupe qui était autour de l'exploration autour de l'IA. Et évidemment, j'ai relisté le projet AI40 que vous connaissez et des TRAM, les travaux académiques mutualisés. Enfin, sur la bas de la diapo, nous avons des ressources qui sont développées basées sur de l'IA, dont le but est toujours d'être un seul assistant au professeur, aucun doute sur le fait que le professeur soit l'expert pédagogique, et ces briques d'intelligence artificielle vont proposer des parcours, par exemple, différenciés, des groupes de besoins, suivant les activités qu'on peut proposer à tel ou tel élève à tel moment. Voilà ce que nous faisons. Et enfin, en perspective, en fin d'année 2024, devrait se tenir à Paris un très grand sommet dédié à l'IA, alors pas que en éducation, mais nous espérons bien que nous pourrons porter des sujets autour de l'éducation. Comme je viens de le dire, le ministère fait développer des services basés sur de l'IA. Donc, j'ai illustré quelques services que vous connaissez peut-être, comme Lalilo, Caligo, Adaptive Math, Mathia. Sont des services qui assistent le professeur et qui proposent pour du côté élève une différenciation au bon niveau, la zone proximale de développement de Vygotsky, au bon moment. Les courbes d'oubli des bingos, on sait qu'on n'apprend pas de manière linéaire et que certains élèves ont besoin de temps de rappel expansé dans le temps et d'autres n'en auront besoin que de 2, quand d'autres en auront besoin de 5 par exemple. Donc en fait, l'IA permet de tenir des promesses anciennes basées par des didacticiens qui avaient bien pensé comment on pouvait enseigner, mais soyons très clairs, il est très complexe pour un professeur de différencier pour 30 élèves suivant leurs besoins et de faire des rappels dans le temps au bon moment. Donc on a commencé au ministère à développer des services sur le français CP, CE1, CE2 et depuis le 8 janvier, c'est bien ça, nous venons de lancer des nouveaux partenariats d'innovation intelligence artificielle pour le CM1, CM2, 6e, puis en mai, nous lancerons pour la suite du collège en français, mathématiques et langue vivante. Donc là viennent se rencontrer des entreprises, des laboratoires de recherche et on co-construit avec des professeurs pendant 15 mois les services les mieux adaptés à leurs besoins métiers pour être au service des élèves. Voilà notre ambition. Là, je vais passer très rapidement, mais dire qu'on a une immense chance en France, c'est qu'on peut s'appuyer sur les travaux tels que ceux portés par l'équipe de Pierre-Yves Oudéhière, qui permettent de proposer des services avec des fonds scientifiques de grande qualité, mais en français facile à comprendre. Et il se trouve que parfois, c'est très bien que ce soit les scientifiques qui le fassent, qui le feront beaucoup mieux que quelqu'un qui raconterait ce qu'il a compris de ce que proposent les scientifiques. Donc, je passe rapidement et dans le MOOC, vous avez ces éléments-là, mais ce sont des vidéos que nous qualifions de pépites parce qu'elles sont courtes, cohérentes et accessibles à tous, ce qui est un véritable exploit sur les IA génératives et les grands modèles de langage. Un point très essentiel, c'est que dans ces transitions extrêmement rapides, la question qui vient souvent, c'est de dire, OK, qu'est-ce que je peux faire quand je suis professeur? Alors, la réponse du ministère qui date de septembre 23 et qui aura vocation à évoluer, est de dire aux enseignants, vous êtes les meilleurs experts dans la classe, le monde change, et donc on vous invite à aller explorer tout le potentiel d'assistance pour vous dans la génération de vos activités et de vos cours.
Et naturellement, le deuxième point, c'est qu'il faut le faire quand les élèves y accèdent dans un cadre de respect des données à caractère personnel des élèves. Donc, vous allez explorer ce que vous faites. Par contre, faisons attention à ne pas faire créer des comptes personnels pour des mineurs sur des services qui ne relèveraient pas des attendus juridiques tels que ceux français ou européens. Enfin, le troisième point est essentiel et c'est ce que j'ai mis en libellé tout en bas. Vous avez des entrées disciplinaires, mais le point essentiel, c'est de former l'esprit critique des élèves toujours, toujours et toujours. Donc, éducation aux médias et à l'information, à l'impact des modifications sur les images notamment, pour contribuer à un esprit critique, donc l'EMC, qui alimente l'EMI, qui alimente l'EMC, l'EMI, l'EMC. Sans doute que l'EMI devient une des pierres angulaires, une fondation qui permet de garantir qu'on reste dans des régimes démocratiques dans la durée. Donc j'insiste vraiment, toutes les entrées disciplinaires sont bonnes pour travailler et mobiliser l'IA, mais on est bien au service de permettre à des citoyens de faire des choix éclairés, quel que soit leur choix, mais qu'au moins ce soient des choix éclairés et qu'ils ne restent pas au seul statut de consommateur qu'adressent parfois les industries. Donc on peut être un consommateur, on attend nous d'avoir une surcouche de citoyens pour faire des choix éclairés. Dans les usages, je ne vais pas vous faire la lecture de cette diapo, mais en fait, voilà, on a des points clés à repenser. Et ce qui est certain, c'est qu'on doit faire des choix dans une zone grise qu'il faut assumer parce que on n'a pas encore parfaitement la méthodologie de ce qu'on peut pratiquer, mais on incite les professeurs à aller explorer les choses. Parfois, on fera demi-tour, parfois, on changera d'orientation, etc. Mais ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas rester au milieu d'un gué avec une rivière qui est plutôt très active en se disant que les choses vont passer, elles vont peut-être revenir à ce qui s'est passé d'avant. Non, le principe d'une révolution industrielle, c'est qu'avant, après, le monde aura beaucoup changé. Donc, les valeurs, non. Mais par contre, les technologies, les potentialités de métiers, etc., c'est de manière certaine. Quelques points de vigilance pour nous. Clairement, je l'ai dit, donc je n'insiste pas, il faut éveiller les élèves sur des services qui leur sont proposés, dans lesquels on peut parfois les enfermer avec des bulles d'information, des bulles de préconisation, de propositions de vidéos, etc., qui ne les élèvent pas toujours vers le haut. Donc ça, il faut en avoir conscience et il faut en faire prendre conscience aux élèves. En dessous, c'est le dernier point très important, il faut bien garder, et donc je suis très serein à vous dire ça en venant de la direction du numérique pour l'éducation, le numérique et l'IA ne doit constituer qu'une facette du processus éducatif. Donc, pour l'évaluation, on ne doit pas reposer que sur un service basé sur de l'IA. Donc, les professeurs expérimentés le savent, mais c'est bon que les professeurs débutants l'entendent bien et aient bien conscience qu'on ne doit pas reposer uniquement sur des décisions basées sur l'IA. L'IA, les services, aussi bons soient-ils, aussi performants soient-ils, ne représentent qu'une facette de votre évaluation. Par ailleurs, il faut ne pas perdre de temps avec des mauvaises questions sur la question, par exemple, de la triche, etc. Ça intéresse beaucoup les médias parce que ça fait un buzz, mais enfin, on aurait aimé avoir la même angoisse avant sur des enfants qui étaient aidés à la maison par papa, maman, le professeur particulier, et jamais nous n'avons eu les mêmes travers. Donc là, si les élèves peuvent être aidés par un assistant, un robot conversationnel qui va aider les élèves à progresser dans leur apprentissage, tant mieux. Charge à nous de faire évoluer notre manière d'évaluer, sinon effectivement on va être condamné à évaluer du chat GPT pour le dire très très simplement. Donc repensons la classe inversée, évaluons des choses en classe, voyons ce genre de choses sereinement, mais par pitié, ne perdons pas de temps avec ces questions de la triche. En fait, voilà, clairement, en IA, en innovation, très souvent, l'environnement est saturé par des mauvaises questions. Charge à nous de rester dans le raisonnable et de se dire qu'avant, il y avait aussi beaucoup de triche qui était réservée à une petite classe. Et cette fois-ci, ben oui, il y a des possibilités de triche, mais charge à nous de repenser donc de faire évaluer notre manière d'évoluer, notre manière d'évaluer de manière impérative. Juste quelques exemples rapides. Vous avez à votre disposition, notamment via Capital, un service qui est déployé en collège et en lycée, des services qui vous permettent de tester en vrai des classifieurs, donc pour créer des images, donc basées sur de l'IA, des grands modèles de langage, donc différentes natures de grands modèles de langage, sans faire créer le moindre compte à vos élèves et de pouvoir jouer sur les différents paramètres pour mesurer combien la proposition évolue en fonction des modèles que vous utilisez, du degré de génération aléatoire que vous indiquez. Donc, ce sont des dispositifs qui sont soutenus par le ministère, validés par lui et qui sont à disposition librement de tous les enseignants en France. Je reviens et j'en ai bientôt terminé par quelques publications que je vous invite à revisiter, notamment les publications qui émanent des travaux portés par Margada Romero avec un très bon livre blanc qui explore des usages, des pratiques déjà installées en classe, les livrables des groupes thématiques numériques, donc des chercheurs qui travaillent avec des académies volontaires pour explorer, défricher, proposer des conclusions, même si elles sont partielles autour des thématiques. Et je me suis permis de lister en bas les 3 nouveaux GTNUM que nous avons lancés cette année, en septembre.
un dédié à l'EMI et l'esprit critique, qui concernera aussi l'IA, et 2 dédiés spécifiquement aux IA génératives. Et j'ai tenu à indiquer notamment les territoires académiques qui travaillent sur ces sujets-là. Enfin, on a publié l'année dernière, assez en avance de phase, un livret qui abordait intelligence artificielle et éducation, apport de la recherche et enjeux pour les politiques éducatives. Et aujourd'hui, donc le 31 janvier, on a publié la nouvelle itération pour 2024, donc qui permet de mettre à jour des éléments, qui intègre les dernières publications et qui parle notamment du MOOC AI4T avec les perspectives d'évolution. Donc je vous invite vraiment à aller voir le premier guide que j'ai indiqué sur la lettre 21 sur des pratiques, qui fait un très bon complément, un miroir avec ce que disent les enjeux de la recherche par rapport aux politiques publiques. Enfin, quelques exemples de pratiques d'illustration dans les travaux académiques mutualisés en mathématiques, en lettres et en technologie et en sciences de la vie de la Terre. Vous voyez que les professeurs explorent ces sujets-là à différents niveaux de classe, en lycée, en collège. Et donc, ce sont des travaux qui seront mutualisés avec des publications d'inspiration, voilà, qui peuvent vraiment aider les collègues suivant leur entrée disciplinaire à creuser des sujets, donc tant pour les activités d'IA débranchées que des classifieurs, des résultats expérimentaux qui soient testés, donc dans le côté data literacy également. Et par exemple en SVT, de très nombreux sujets portés par exemple par les académies d'Aix-Marseille, de Grenoble et de Poitiers. Donc ces trames-là, vous les trouvez sur les sites académiques, vous les trouvez aussi sur les sites nationaux, et ce sont des bons vecteurs pour voir comment dans vos entrées disciplinaires, vous avez ces sujets-là qui sont explorés. Naturellement, les travaux académiques donnent des livrables, et donc là j'ai relisté, vous le trouverez dans les documents qu'on vous partagera, les livrables qui ont été constitués en mathématiques, technologie, en EMI, en philosophie et en STI. Enfin, et j'en ai fini je resterai à votre disposition évidemment via le chat et en différé via email autant que de besoin. Comme je vous l'ai dit, nous venons de publier aujourd'hui Apport de la recherche et enjeux pour les politiques publiques, et je finis par l'élément central. On pense beaucoup de temps à réfléchir à la production de textes par les IA génératives. Je pense que l'enjeu est immense autour de la lecture d'images, de développer l'esprit critique pour travailler ce qu'est une image fixe ou animée, notamment pour les médias. Donc là, on avait fait des tests de simulation pour travailler la texture du marbre autour d'une image symbolisant Marianne et avec des jeux de lumière. Donc évidemment que l'image est d'une très très grande qualité. Il faut travailler ces éléments-là avec les élèves. Si ça n'est pas fait en classe, alors personne ne le fera et on s'expose à des risques majeurs pour des enjeux de démocratie. Il est probable qu'on voit des très grandes dérives lors de l'élection américaine prochaine, que ça nous serve d'alerte générale pour aborder ce sujet-là dans toutes les disciplines. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je reste à votre disposition pour toutes vos questions. Merci Axel, c'était absolument super. J'espère qu'il n'y aura pas de très grandes dérives pour la prochaine élection que tu as mentionnée. Alors, il y a beaucoup de questions, c'est super riche. Il y a des questions qui ont déjà été résolues. Juste, par exemple, bien entendu, Axel est à la DNE. Quand il parle d'éducation, il se focalise sur l'école. Mais vous le savez, je pense à Marie et les collègues du MOOC et Bénédicte, on a aussi un MOOC citoyen. Parce que, bien sûr, on doit éduquer à l'IA pour l'IA, etc. Au-delà, y compris ceux qui n'auront pas la chance de suivre vos enseignements. Donc oui, on n'oublie pas que l'éducation, c'est pas que l'école. Et oui, il y a des ressources pour cela. Ensuite, tu as été questionné sur pas mal de choses. Je pense par exemple que quelqu'un serait curieux que tu donnes un exemple en histoire-géographie. Alors, en fait, on a en histoire oui, alors en commentaire, on a donc dans les différentes lettres qui sont mises à disposition, vous avez d'excellents supports qui sont proposés. En histoire-géographie, vous savez que de manière légitime, mais il faut absolument que d'autres enseignants s'en emparent, il y a la charge de l'EMC, donc l'éducation aux médias et la citoyenneté. Donc clairement, ce sujet-là devient central, comme je vous le disais tout à l'heure, je l'ai peut-être dit très rapidement, mais je pense que c'est une brique fondamentale d'aborder l'EMI et l'EMC. Le professeur d'histoire-géographie en a la charge. Je pense que de nombreux autres enseignants devraient s'en emparer. Et après, il y a un élément extrêmement simple, c'est que vous savez, on vit dans une société pour laquelle la place de la science est souvent questionnée. La science de l'IA est une science jeune, ce qui explique le fait que de nombreux éléments sont encore à stabiliser, qui a quand même 70 ans, ce qui permet de la distinguer de l'école de la magie ou de l'école de Poudlard, comme je le dis parfois. Donc l'histoire permet de mettre une ligne de temps qui permet d'exposer le fait qu'en épistémologie et en cohérence aussi avec la philosophie,
de re-questionner un développement qui s'est basé sur des hommes et des femmes qui ont créé cette science. Donc en fait, en histoire, on donne du sens à des choses qui semblent être apparues de manière spontanée avec ChatGPT, ce qui est faux. Donc beaucoup d'élèves peuvent avoir cette représentation, beaucoup de parents d'élèves peuvent croire que l'IA vient de débuter. Donc l'histoire est une belle occasion de donner du sens par une construction avec des hésitations, avec une histoire qui n'est pas du tout linéaire autour de l'IA. Donc c'est un pan qui légitime les soubresauts que peuvent connaître naturellement tout développement scientifique. Premier point. Deuxième point, en histoire-géographie, la géographie permet d'aborder la donnée depuis très très longtemps. Il se trouve qu'avec de l'IA, tout ce qui est culture de la donnée, la data literacy, permet d'être abordé autour de la population, de la gestion des flux. Vous voyez, il y a plein de sujets qui sont extrêmement cohérents, évidemment du climat, vous voyez ce genre d'éléments qui sont premiers, vraiment qui sont dans les préoccupations des jeunes populations, peuvent être abordés dans l'histoire-géographie. Donc clairement, l'histoire-géographie se trouve au carrefour des choses qui donnent du sens et qui s'inscrivent dans la durée. Et comme je le disais, on vit une révolution industrielle, c'est pas la première. Donc l'histoire permet de questionner comment sont passées les révolutions d'avant et donc de les mettre en perspective. Je crois que sans perspective, on croit vivre dans l'instantané et quand on vit dans l'instantané, on ne prend pas toujours des décisions éclairées. Donc l'histoire est clairement première, à mon avis. Merci, c'est super. J'ai tout le monde dans ma réponse, désolé. Oui, absolument, pour essayer d'en prendre plus. Alors, il y a aussi toute une réflexion qui s'est faite dans le chat autour du fait qu'avec l'IA, on doit aussi s'occuper de l'empreinte numérique et de l'empreinte cognitive. Je résume. Alors oui, ça tombe bien. Il y a encore, comme pour la question précédente, il y a un mot qui s'appelle ImpactNum, qui justement traite spécifiquement de ce point, grâce entre autres aux collègues de la DNE, et qui va au-delà évidemment de l'éducation, disons, scolaire. Une question plus précise, Axel, tu as été aussi questionné par une professeure documentaliste, je présume, qui demande si l'IA va impacter la documentation. J'ai envie de dire, en quoi ça va l'impacter? Alors, c'est très clair. Alors, par exemple, la lettre 21 qui a été publiée, que je me permets de remontrer, a été créée par les experts à la DNE de documentalistes, professeur documentaliste, monsieur Pierre Nobis, notamment, qui a piloté cette formidable publication. C'est extrêmement sensible sur le fait que vous savez que, bon, les professeurs documentalistes le savent, la difficulté, c'est pas de trouver des informations, c'est d'en trouver peu et des pertinentes. Sans une expertise sur comment on qualifie des ressources, comment on les sélectionne, comment on permet de ne pas saturer l'esprit des élèves avec trop d'informations, on se perdra. Ça veut dire qu'en fait, on est dans un monde où les publications sont publiées, enfin, évoluent, les créations vont à un tel rythme que ça n'est plus humainement possible de les gérer. Donc, en fait, il faut que des professeurs comme les professeurs documentalistes fassent un tri, se donnent un temps un peu plus long, fassent un tamis pour que reste en suspens, reste à la disposition des professeurs suivant leur âge et leur maturité intellectuelle, l'essentiel qu'ils doivent savoir. Donc, en fait, les professeurs documentalistes voient modifier leurs pratiques, c'est sans doute le cas, mais ils sont placés à un endroit qui permet de faire le tri dans le trop d'informations et avoir des informations qui soient qualifiées. Bon, bah, cela, c'est facile à dire, c'est extrêmement dur à mettre en œuvre. Et comme je le disais, la tâche principale de l'école, c'est de former des citoyens qui fassent des choix éclairés. Pour cela, ça s'apprend dans la durée. Et les professeurs documentalistes doivent faire cet immense travail que de qualifier des ressources et faire la distinction entre le bruit et la vie, en tout cas, et ce qui permet la vie, c'est des ressources de qualité pour grandir, en fait. Voilà. Donc, c'est très imagé ce que je vous dis là, mais clairement, je pense qu'on n'a jamais eu autant besoin que des professeurs documentalistes qu'en cette période de grand bruit. Oui, merci. J'ai aussi une question. À partir de quel âge doit-on apprendre l'IA? Alors moi, je vais oser un tout petit bout de réponse. Avant la naissance, c'est-à-dire que les parents devraient déjà un petit peu s'initier à l'IA. Et après, et bien sûr, c'est pour mieux te donner la parole, Axel, avant l'école, les petits, déjà, si on leur explique que les robots, c'est idiot et c'est des machines, on a déjà gagné un peu de temps. C'était une réponse très naïve de papy, même pas de parents. Axel, qu'est-ce que toi, tu réponds à ça? Alors, tu as vraiment raison, Thierry. Et en fait, la question avait été posée dans le forum du MOOC. Est-ce qu'on peut aborder l'IA en maternelle? Alors, ce à quoi tu as répondu et j'ai aussi répondu.
Alors, on peut aborder des sujets technologiques, il le faut, je crois, autour des robots, de la programmation, de la pensée logique, vers la pensée algorithmique très tôt. Margarida est une grande experte avec ses équipes de ce genre de sujet. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on soit raisonnable. Par exemple, sur un robot conversationnel, un bot type chat GPT, il faut bien penser que l'élève va mettre du temps à comprendre ce que c'est que la relation à l'autre, le vivant, et non pas une machine, et non pas une simulation d'un autre. Donc en fait, il faut qu'on soit raisonnable, que le professeur s'en serve, ça va de soi, mais il faut qu'on désambiguise ce qui relève de l'humain et ce qui relève de la machine. Bon, clairement, pour un enfant de maternelle, ça n'est pas possible. Il est encore dans la pensée magique jusqu'à bien plus tard, et donc il faut clairement que le professeur mette un cadre extrêmement strict entre une machine et un robot. Donc il n'y a pas de doute, le robot c'est un robot. L'élève voit bien qu'il y a un déplacement avec quelque chose qu'il a lui-même programmé et qu'il fait exactement ce qu'on lui a demandé de faire et pas autre chose. Sur un bot ou un robot conversationnel, l'ambiguïté est très forte. J'imagine que vous aussi, parfois, vous avez été perturbé, voire surpris par certaines réponses. Voyez, donc il y a une fascination sur lequel il ne faut pas que l'élève soit exposé à ce genre d'objet trop tôt, parce qu'il ne comprend pas qu'il n'est pas en train de discuter avec un autre, donc un autre vivant. Chomsky dit quelque chose dans le New York Times très tôt, et qui est très perturbant pour nous. Vous savez, on a des fondamentaux, des choses qu'il nous faudrait re-questionner. On a associé très tôt pensée et langage et pensée, donc Vygotsky, Piaget, etc., etc. Sauf que là, il y a beaucoup, beaucoup de langage et il n'y a pas de pensée. Donc ça, c'est une rupture pour nous extrêmement complexe, professeurs, formateurs, etc. C'était quelque chose qui, pour nous, il y avait une sorte d'égalité stricte entre langage et pensée. Il y avait encore des débats sur qu'est-ce qui était premier, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'un irriguait l'autre. Là, avec les robots conversationnels, ce qui est certain, c'est que statistiquement, on a du langage de très haut niveau, très surprenant, sidérant, etc., etc. Mais soyons très clairs, il n'y a pas de pensée. Et s'il y a pensée, on a une impression de pensée, elle est californienne centrée pour l'essentiel de ChatGPT. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Et on sait bien que quels que soient les choix, même si on veut être hyper neutre, il y a toujours des biais. Donc, on a des services qui ont été pensés essentiellement par 50% de l'humanité, les hommes, avec quand même très peu de femmes en IA, et là, très Californie centrée, ce qui est, même s'ils veulent très très bien faire, doit nous questionner. Et par exemple, si les régimes changeaient du côté de la Californie, ou en tout cas des États-Unis, on pourrait s'inquiéter rapidement. Donc, on pourrait envisager, notamment au niveau européen, qu'on substitue leurs biais par nos biais européens, parce que ces biais-là seraient basés sur nos valeurs. Donc, soyons prudents à exposer quand il le faut et quand l'élève est prêt à ça, des technologies pour lesquelles parfois un enfant, par exemple de maternelle, n'a pas la maturité pour comprendre et il a d'abord besoin de se construire au contact des autres. Vous savez bien qu'on apprendre, c'est d'abord un fait social et donc ce n'est pas s'enfermer dans une bulle seule face à un écran ou à une machine. Voilà, et c'est quelqu'un de la DNE qui vous dit ça, en étant très serein pour le dire. Super. Et si Margarida avait pris la parole, elle aurait expliqué qu'on apprend l'informatique avec des activités débranchées. On éteint l'écran et on va jouer au robot dans la classe. Alors, il y a beaucoup de questions, il y en a trop, Axel, y compris des questions, par exemple, quand est-ce que MIA arrive, est-ce qu'il y a le droit d'utiliser l'IA au collège, etc. Je me tourne vers les maîtresses du temps, Bénédicte et Marie. Je me demande si on ne doit pas, c'est tellement riche, travailler ce chat et ensuite fournir offline un certain nombre de réponses, disons, factuelles. Qu'en pensez-vous? Je me permets de prendre la parole. Vas-y, Axel. Oui, je vais répondre en fait dans le cadre de la discussion à quelques questions, mais évidemment que les dits de Thierry, puisqu'on peut conserver les échanges, effectivement les traiter en différé, parce que sinon, effectivement, je veux pas, surtout pas prendre sur le temps des intervenants et intervenantes passionnantes qui viennent après moi en fait. Donc, je vous propose effectivement, je vous remercie pour les questions, j'en traite une toute petite partie et j'écoute avec grande attention la suite des intervenants et intervenantes. Vas-y. Moi, je te confirme, Thierry, on fera ce travail au moment de l'envoi du takeaway. Et s'il y a un petit peu trop de choses pour qu'on puisse le faire dans les délais de transmission qu'on s'est donnés, puisqu'on veut vous envoyer les éléments la semaine prochaine, eh bien, on fera ça dans le cadre du MOOC. Mais l'idée, c'est effectivement, dans la mesure du possible, de venir bénéficier de ces échanges et d'y répondre tant qu'on peut le faire. Merci. Merci beaucoup, Axel. Alors, on va un tout petit peu changer de décor avec toi, Pierre-Yves. Tu vas nous parler, vous n'allez pas me croire, d'intelligence artificielle et de curiosité dans le cadre de l'éducation. Vas-y. Bonjour à tous. Je suis ravi d'avoir l'occasion d'échanger avec vous aujourd'hui. Alors, dans un monde qui change beaucoup, aujourd'hui,
l'un des enjeux, au-delà des enseignements disciplinaires, c'est vraiment de comprendre comment on peut apprendre aux enfants à développer leur esprit critique, à développer leur curiosité. Et ça a l'air, entre guillemets, facile de le dire comme ça, mais c'est un défi parce que jusqu'à récemment, la science ne comprenait pas fondamentalement vraiment comment la curiosité fonctionne dans le cerveau, d'un point de vue des neurosciences, d'un point de vue de la psychologie. Et donc, si on veut faire quelque chose dans le monde éducatif, dans cette dimension-là, eh bien, peut-être il faut commencer par là. Et c'est l'une des dimensions premières du travail de recherche de mon équipe à l'INRIA, qui a consisté à travailler avec les neurosciences et la psychologie pour développer des modèles qui utilisent des techniques d'intelligence artificielle parmi d'autres pour mieux comprendre les mécanismes d'apprentissage dirigés par la curiosité, ce qui nous a amené par la suite à des applications dans le domaine de l'éducation. Jusqu'à il y a une quinzaine, vingtaine d'années, on ne savait pas grand-chose de la curiosité. Il y avait un certain nombre de théories en psychologie qui étaient vagues, mais on a commencé à faire des travaux plus précis, plus opérationnels, en construisant une communauté qui alliait psychologie, neurosciences, modélisation computationnelle. Et on a fait beaucoup de progrès, en particulier en essayant de modéliser l'enfant comme un petit scientifique qui fait des expériences sur son environnement. Quand il prévoit d'essayer quelque chose, par exemple, mélanger des produits chimiques, il essaye de prédire le résultat, il fait l'expérience, il mesure la différence entre ce qu'il observe et sa prédiction, et ça mène à une erreur qui est fondamentale pour s'améliorer et apprendre. Mais la question encore plus importante, c'est de comprendre qu'est-ce qui l'amène à sélectionner telle ou telle chose à tel ou tel moment. Et ça, c'est essayer de comprendre les processus qu'on appelle métacognitifs, à quel point son cerveau va s'apercevoir quand est-ce qu'il y a de l'incertitude, de la nouveauté, de la surprise. Mais plus précisément, qu'est-ce qui amène le cerveau à prendre du plaisir dans différentes activités d'apprentissage? Alors, dans la communauté scientifique, ces dernières années, on a exploré un certain nombre d'hypothèses. Il y a des éléments qui sont un peu connus, par exemple l'idée que les situations surprenantes vont attirer l'attention. Mais on s'est aperçu qu'il y avait aussi une autre composante qui semblait assez fondamentale, surtout sur les apprentissages qui s'étirent au cours du temps. C'est la notion de progrès en apprentissage. Le cerveau semble apprécier beaucoup les activités d'apprentissage dans lesquelles au début c'est un petit peu difficile et si on met de l'effort et du temps, alors on fait du progrès, on s'améliore. Ça veut dire que les activités qui sont soit trop faciles dès le début ou soit qui sont difficiles et puis même si on persiste, on ne fait aucun progrès, c'est pas très intéressant. Par contre, celles où il y a du progrès à des vitesses différentes, elles sont intéressantes et c'est ce qui va amener le cerveau à s'organiser tout seul pour commencer par là où il fait le plus de progrès, et puis en faisant ça, à un moment donné, il y a un plateau qui arrive, et puis à faire passer son attention spontanément sur une autre source de progrès. On a montré que ça, dans un certain nombre d'expériences avec des sujets humains qui testaient des hypothèses théoriques qui avaient été formulées, eh bien, c'était à la fois optimal pour l'efficacité de l'apprentissage, mais aussi extrêmement motivant. Et donc, à partir de ces travaux aussi fondamentaux, on s'est dit, mais comment ça pourrait nous aider, par exemple, dans le contexte d'une classe, pour amener à des apprentissages à la fois plus efficaces et plus motivants. Alors, effectivement, ce n'est pas si facile dans une classe, parce que même si, par exemple, on sait que, idéalement, il faudrait que chaque enfant fasse des exercices qui maximisent son progrès en apprentissage, eh bien, d'un côté, eh bien, l'enseignant qui a devant lui 30 élèves, eh bien, ça va être assez difficile pour lui de faire un curriculum complètement personnalisé pour chacun des élèves et qui va s'adapter dynamiquement. Parce que mécaniquement, même si l'enseignant, il pourrait le faire avec un élève, le faire avec tous en même temps, c'est difficile. Et puis d'un autre côté, si on laissait les enfants tout seuls choisir leurs apprentissages, ce n'est pas si facile que ça, parce qu'en réalité, les mécanismes métacognitifs dont je parlais tout à l'heure sont chez l'enfant pas totalement précis, pas totalement développés. Et parfois, quand il a l'impression de faire du progrès, il n'en fait pas vraiment. Et parfois, quand il a l'impression de ne pas en faire, il en fait quand même. Et donc, l'enfant ne va pas spontanément, forcément, si facilement trouver tout seul les activités qui maximisent son progrès. Et donc, on a développé des logiciels tutorés intelligents en collaboration avec des enseignants, dont l'objectif était, grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle, au cours des interactions avec chacun des élèves, d'essayer d'identifier les types d'exercices qui, lui ou elle, la faisaient progresser. Et donc, on a fait des expérimentations dans des classes, il y a maintenant 4 ou 5 ans, en Nouvelle-Aquitaine, auprès de plusieurs centaines d'élèves de niveau CE1, dans lesquels on a essayé de comparer l'impact d'utiliser ce type de personnalisation, utilisant des méthodes d'intelligence artificielle qui essayaient d'identifier les niches de progrès pour les enfants,
avec des séquences d'exercices qui étaient faites à la main par un expert en didactique des maths et qui ressemblaient à une progression comme dans un jeu vidéo où, étant donné un niveau, pour passer au niveau suivant, eh bien, il faut atteindre un certain pourcentage de réussite et puis la progression est linéaire. Et donc, on a essayé de comparer ces approches de deux manières différentes. La première manière, c'est qu'on s'est intéressé d'abord à l'intérieur de l'utilisation de ces deux types de parcours. Est-ce qu'on arrivait à amener, à quel point, où est-ce qu'on arrivait à amener les élèves? On s'est aperçu que le système qui personnalisait avec l'intelligence artificielle permettait d'amener une plus grande diversité d'élèves plus loin que celui qui était fait à la main. On peut le comprendre parce qu'en réalité, celui qui est fait à la main, par exemple, il y a beaucoup d'élèves, par exemple, qui ont des facilités et qui vont être très frustrés au début d'être obligés de passer tous ces niveaux faciles pour atteindre les niveaux plus durs. Et donc, parfois, ils vont abandonner, ils vont penser à autre chose, etc. Et puis, il y a des élèves qui vont se retrouver bloqués sur un truc et puis le système fait à la main ne va rien leur proposer d'autre, alors que le système personnalisé va essayer d'autres chemins. Et puis, on fait des tests aussi de positionnement avant, après, et puis on s'aperçoit effectivement que le système qui utilise l'intelligence artificielle fonctionne mieux. On utilise aussi des outils de psychologie expérimentale pour mesurer l'impact sur la motivation. Et c'est peut-être ça qui est le plus important d'une certaine manière. Parce qu'au final, qu'est-ce qu'on veut? C'est pas tellement que les élèves, quelques heures ou quelques jours après le cours, se souviennent des détails du cours. Ce qu'on aimerait même idéalement, c'est plutôt que les élèves aient pris goût pour l'apprentissage de ces mathématiques et peut-être même par eux-mêmes continuent chez eux en dehors de l'utilisation de tout outil numérique. Alors, sur la motivation, c'est pareil. On s'est aperçu qu'effectivement, un parcours personnalisé avec l'algorithme permettait de motiver les élèves de manière plus avancée qu'un parcours fait à la main. Alors, en réalité, ici, vous voyez quatre cas. Et là aussi, il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire. En fait, il y a deux cas dans lesquels on utilise l'algorithme d'IA et deux cas dans lesquels il y a un parcours fait à la main. Et en fait, ce qu'on a considéré à un moment donné, c'est bien de recommander aux élèves des parcours d'apprentissage qui sont personnalisés, mais on ne leur laisse pas beaucoup d'agentivité. Et la curiosité, ça a besoin d'agentivité. Donc, on a rajouté la possibilité dans les deux systèmes, celui fait à la main et celui avec l'IA, pour les élèves de choisir par eux-mêmes certains éléments des exercices, qui étaient des éléments cosmétiques orthogonaux avec la difficulté. Et on s'est aperçu de quelque chose d'assez intéressant. Rajouter la possibilité de choisir avec l'algorithme qui personnalisait, augmenter un petit peu l'efficacité de l'apprentissage et augmenter significativement la motivation. Par contre, si on apporte la possibilité de choisir, qui est une forme de gamification, à la trajectoire, à la séquence pédagogique qui est faite à la main, eh bien, on augmente la motivation, mais on diminue l'efficacité pédagogique. Ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gamification dans les systèmes éducatifs numériques. Et là, on montre que si la gamification est faite par-dessus une personnalisation qui n'existe pas ou qui est mal faite, elle va avoir un effet contraire à celui recherché, en particulier en termes d'efficacité de l'apprentissage. Alors là, on utilise la stimulation de la curiosité pour motiver les élèves à faire des maths. Mais est-ce qu'on ne peut pas directement muscler la curiosité chez les enfants? J'ai oublié de dire rapidement que ces travaux qu'on a fait il y a quelques années sur la personnalisation, c'est ceux qui ont été au cœur du logiciel Adaptive Math, qui est un logiciel d'aide aux apprentissages des mathématiques disponible dans les écoles primaires aujourd'hui grâce au plan P2IA dont a parlé Axel Jean un petit peu plus tôt. Donc, c'est basé sur les recherches qui ont été faites auparavant. Donc, est-ce qu'on ne peut pas aussi travailler pour muscler la curiosité directement chez les enfants? Quelque chose qui est très important dans les processus de curiosité, c'est la capacité à s'apercevoir qu'il y a des choses qu'on ne sait pas et à formuler des questions curieuses pour creuser ces choses qu'on ne sait pas. Donc, c'est la métacognition. Et donc, on s'est intéressé à comment est-ce qu'on pouvait mettre au point des exercices qui allaient stimuler cette métacognition et cette capacité à poser des questions curieuses. Dans un premier temps, des exercices faits à la main qui nous a amené à des exercices pour lesquels on a fait des expérimentations dans des classes qui ont montré des résultats très positifs et qui amènent par exemple les enfants à explorer spontanément de manière plus structurée, à se souvenir mieux des matériaux pédagogiques qu'ils ont explorés. Mais ces exercices qui étaient faits à la main, ils sont très fastidieux. Et on s'est posé la question, dans un deuxième temps, est-ce qu'on ne pourrait pas automatiser une partie de la génération de ces exercices qui les amènent à poser des questions curieuses? Et c'est ce qu'on a fait en utilisant GPT-3. Et on s'est aperçu, dans des expériences encore une fois faites dans des classes, que les exercices qui étaient générés par GPT-3 sur la base de la matrice initiale
d'exercices qui avaient été proposés par les chercheurs en sciences cognitives, et bien que ça fonctionnait aussi extrêmement bien. Alors ça, c'est un usage des modèles de langage qui, par exemple, est positif dans la classe. Mais il y a aussi, évidemment, de grands enjeux et des défis éducatifs. Par exemple, on sait que des élèves qui vont interagir avec des modèles de langage pour chercher les informations, par exemple, soit par eux-mêmes sur un sujet qui est leur sujet favori, ou parce que le prof leur a demandé de faire un dossier sur tel ou tel sujet, eh bien, en fait, par la manière dont le modèle de langage s'exprime avec beaucoup d'assurance et par les messages qu'ils reçoivent dans les médias où on entend ici que ce sont des systèmes super intelligents qui dépassent les capacités des humains, etc., ça va amener les enfants à avoir une confiance surestimée dans la validité des informations qui leur sont données. Et ce qui est embêtant, c'est que ça va les amener à prendre des points de vue qui leur sont donnés par ces modèles de langage, qui sont parfois faux, qui sont parfois biaisés, par exemple par une vision californienne dont on entendait parler tout à l'heure. Et ce qui est embêtant, c'est qu'on sait aussi qu'une fois que ces connaissances ou ces croyances acquises dans ce contexte-là, eh bien, arrivent dans le cerveau d'un enfant, il est très, très, très compliqué de les corriger. C'est très difficile d'un point de vue méthodologique et pédagogique de les corriger. L'une des manières de faire mieux que ça, c'est de préparer les élèves en les ayant entraînés à comprendre la manière d'interagir avec ces systèmes-là, à la fois comprendre comment les systèmes fonctionnent, c'est de la littératie pour l'intelligence artificielle, et comprendre comment leur cognition elle-même fonctionne, donc développer leur métacognition, et j'y reviens. Pour la littératie vers l'IA, et je conclurai ici, comme le disait Axel Jean, il me semble, tout à l'heure, il se trouve qu'on a développé récemment une petite série de vidéos pédagogiques à destination des collégiens, des lycéens, mais aussi des enseignants et des parents, pour expliquer la manière dont ils sont fabriqués, comment ils fonctionnent, quelles sont les opportunités, mais aussi les défis, quelles sont les différentes applications et quelles sont les limites de ces applications. Et ce sont des vidéos qui sont toutes disponibles en licence Creative Commons, et ça veut dire qu'en fait, tout le monde peut les utiliser comme il veut. Si par exemple, parmi vous, il y en a qui veulent les utiliser dans leur cours, les intégrer, voire même les modifier, eh bien, vous pouvez le faire. C'est libre d'accès. Et je m'arrêterai là. Absolument superbe, du grand oudéier, si je puis me permettre. Alors, tu as plein de questions. Alors, il y a un sujet qui est complètement transversal à ce que tu as dit, qui est un sujet financier. Sur outils gratuits, outils payants, je pense qu'il faudra se tourner vers Axel probablement dans le chat. Et il me semble que justement, la direction du numérique éducatif est en train de prendre ce problème à bras-le-corps pour que on puisse utiliser des outils, voire même des outils européens. Ensuite, beaucoup de gens ont parlé de la ZPD, la zone proximale d'apprentissage pendant ton talk. Donc, visiblement, les gens ont lu Witkowski et même Vio sur, je ne sais pas si c'est quelqu'un que tu connais toi-même. Enfin, toi-même, je veux dire, au niveau recherche. Oui, il est cité dans tes travaux, d'accord. Donc, sur effectivement la motivation. Alors effectivement, je n'ai pas parlé de ce terme-là directement, mais ce qu'on essaye de modéliser ici, c'est effectivement quelle est cette zone dans laquelle le cerveau se retrouve dans un état entre guillemets intermédiaire optimal de difficulté qui va être à la fois efficace pour son apprentissage et sa motivation. C'est ce que Vygotsky a appelé la zone proximale de développement, qui est pensée dans le cadre d'une interaction entre un parent ou un enseignant et un élève, où l'idée c'est de travailler sur des exercices où au départ l'élève a besoin d'un petit peu d'aide et puis assez vite il va pouvoir les faire de manière autonome et qui correspondent en fait à ces exercices un petit peu au-delà des capacités actuelles. Et en fait, ce type d'activité est justement modélisé par la notion de programme d'apprentissage, qui permet en fait, d'un point de vue opérationnel, d'éviter à avoir à définir précisément qu'est-ce que c'est qu'un exercice, par exemple, de difficulté intermédiaire. Parce qu'en fait, quand on dit intermédiaire, il faut qu'on dise c'est quoi le max, c'est quoi le min, c'est quoi qu'au milieu, ça, c'est compliqué. Et en fait, on s'est aperçu qu'au lieu de penser en termes de difficulté intermédiaire, penser en termes de vitesse, de progrès d'apprentissage, c'était à la fois plus efficace, plus général, et ça permettait de mieux modéliser les principes d'apprentissage vygotskien. Et par ailleurs, c'est aussi la raison pour laquelle l'algorithme que je présentais ici et qui est utilisé aussi dans Adaptive Math, il s'appelle ZPDES, parce que c'est le ZPD de la zone proximale de développement.
Cool. Alors, il y a deux interventions critiques au sens noble intéressantes. Donc, il y a une question sur on veut maximiser les apprentissages. Est-ce que c'est de la productivité d'éducation? La réponse est non. Pierre-Yves, toi, tu maximises dans la machine. Tu cherches pas à maximiser les gosses, qu'en dis-tu? Alors nous, ce qu'on cherche à faire, c'est leur permettre de se retrouver dans des situations d'apprentissage dans lesquelles ils peuvent s'épanouir. Et en fait, on se base sur des théories et des expérimentations en sciences cognitives qui nous permettent de comprendre mieux aujourd'hui qu'il y a une dizaine d'années quelles sont celles dans lesquelles ils s'épanouissent. Mais par contre, les propriétés des activités dans lesquelles ils s'épanouissent ne sont pas si évidentes à identifier à la fois pour l'élève lui-même ou pour le prof en classe quand il a 30 élèves. Et donc, nous, on fournit des algorithmes qui vont aider les uns et les autres à se retrouver plus vite et donc finalement à gagner du temps ou à ne pas perdre leur temps et à se retrouver plus vite en interaction avec des situations d'apprentissage qui vont être optimales pour eux. Et ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que l'idée, c'est que ça va permettre de libérer du temps pour l'enseignant de manière à ce qu'assez vite, il soit capable lui-même aussi de voir quelles sont les difficultés et les endroits où les élèves progressent. Et dans la classe, pendant qu'il va être autour des élèves dans ce type de situation, d'aller voir chacun des élèves et effectivement, dans le cadre de la ZPD de Vygotsky, d'être ce prof qui va les amener et les aider sur ces exercices de difficulté intermédiaire. Et dans Adaptive Math en particulier, il y a tout un tas de parties du logiciel qui permettent aux profs de bien visualiser pour tous les élèves ou pour des groupes d'élèves quelle est la dynamique d'apprentissage dans laquelle ils sont en train de se retrouver. Merci. Et puis, il y a aussi une remarque, alors je la saisis au vol parce que je crois qu'autour de cette table, on est toutes et tous sensibles à ça. C'est l'IA, c'est merveilleux, ça va tout résoudre. Je crois de Axel à Margarida, en passant par Pierre-Yves dans le programme initial, on a tous dit que non, que justement, il faut être technocritique. On a là des outils qui sont un peu disruptifs. Profitons-en, mais on se donne d'abord des objectifs pédagogiques, on va chercher les outils ensuite. Écoute, tu as d'autres questions, n'hésite pas à y répondre dans le chat ou à reprendre la parole, Pierre-Yves. Eh bien, sans transition, Margarida, créativité et éducation. Ok, donc Margarida Romero, donc j'ai le plaisir de collaborer avec certains des acteurs autour de cette table, donc Thierry Vieville et l'équipe Nemosine à l'INRIA et aussi les collègues de la DNE avec lesquels on a travaillé sur les GTNM Scolia, donc IA, créativité numérique, aussi avec Marina Rafalska et Laurent Miser ici à l'INSPE de Nice. Et aussi donc avec parmi d'autres acteurs. Et je suis aujourd'hui avec Oksana. Bonsoir, je m'appelle Oksana Strutinska. Je suis professeure de l'université Kiev en Ukraine. Enchantée. Voilà, parce qu'une des questions qu'on s'est posées aussi, c'est voilà, nous on est tout le temps en train de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir les enseignants et une chose qui est très frustrante quand il y a des situations sur lesquelles on ne peut pas agir, on n'a pas la gentilité de résoudre des problèmes géopolitiques. Donc, on est en éducation, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire, collaborer avec des collègues dans ces contextes-là et intégrer également cette perspective de voilà, comment certains usages de l'IA peuvent soutenir les élèves et les enseignants, pas uniquement dans des contextes voilà, dans lesquels on a la chance de vivre dans un contexte pacifique, mais également donc de pouvoir considérer comment on peut intégrer d'une manière la plus inclusive possible cette réflexion. Voilà, donc on ne s'était pas synchronisé un maximum avec Excel, mais ça va vraiment dans ça. Donc ça, c'était l'image clé sur laquelle je voulais démarrer cette réflexion. Qui est celle de, voilà, cette image-là, un élève vient avec un travail sur lequel un histoire-géographie, justement, donc sur la période de la préhistoire, et il a généré ça. Voilà, c'est très intéressant parce qu'il se pose tout un tas de questions sur la qualité de cette image et tout un tas d'éléments, pas uniquement au niveau de la véracité, de si elle est appropriée par rapport à la période historique et aux connaissances disciplinaires donc qu'on a,
aux connaissances de recherche, parce qu'au fait, l'histoire, on n'a pas des preuves, on n'a pas des traces directes, donc c'est une reconstruction scientifique que l'élève doit comprendre par le biais de la pensée historique. Donc, il y a tout un ensemble de réflexions sur comment sont créées les connaissances disciplinaires et les connaissances que, en tant que société, on peut considérer comme étant les plus proches d'une certaine, les plus appropriées par rapport à la démarche scientifique et comment on arrive à élaborer ces informations. Et donc là-dedans, peut-être l'élément, en fait, un des éléments que je voulais amener sur la table dans le webinaire d'aujourd'hui, c'est la pensée critique. Parce que justement, quand l'élève est en train ou l'élève, ou même l'étudiant, ou l'adulte, ou l'enseignant, est en train d'utiliser différents types d'outils, donc il peut arriver à générer des éléments, mais c'est quand il est accompagné dans ce développement de pensée critique par rapport à la génération de ce type de production, qu'on peut venir combler des éléments qui sont nécessaires pour pouvoir bien utiliser ces différents outils. Donc, sans pensée critique, sans éducation aux médias, sans une connaissance de qu'est-ce que la propriété intellectuelle, de comment on doit citer les travaux, comment on doit éviter les plagiats, donc tous ces aspects qui sont des compétences liées à cette éducation aux médias et à la pensée critique, à la pensée scientifique et à la production des connaissances, il est difficile d'encadrer parce que, en fait, les outils vont on va avoir beaucoup d'outils très différents, mais on doit comprendre donc d'où viennent ces données-là et qu'est-ce qui fait qu'une production donc puisse être utilisée et puisse être évaluée selon ce type de critères. Donc peut-être avant il y avait moins de ces besoins-là parce que les données avec lesquelles en fait, les différentes ressources manuelles etc. étaient plutôt limité et assez contrôlé au niveau de l'édition. Aujourd'hui, on est face à une capacité de génération qui est très grande. Et donc, ça veut dire que si on veut éviter une lecture inappropriée ou un usage non éthique de ce type de production, on doit donner encore plus d'importance à ces aspects transversaux liés à la pensée critique, pas uniquement sur des aspects textuels ou graphiques, mais également images, vidéos et autres. Donc, c'était les points sur lesquels je voulais commencer. Et après, il y a cette pensée critique qu'on a mis dans les travaux qu'on a développés ces dernières années comme étant l'élément central sur tous les aspects liés à l'usage du numérique. Elle doit s'accompagner également d'une compréhension tout au moins basique, et ça, Thierry et les collègues qui ont travaillé sur toute cette médiation aux sciences de l'informatique vous diront que c'est très important de comprendre les bases donc de l'informatique pour pouvoir démystifier les usages et pouvoir également savoir que par exemple si les données qui ont permis de générer par exemple des images ont une représentation d'un certain type, par exemple les mots balieux, les images qui vont être générées à partir de ces mots-clés vont générer donc un certain biais et comprendre également quelles sont les initiatives, comme cette initiative citoyenne qui a été faite autour des mots balieux pour générer des images qui viennent apporter donc des représentations différentes. Donc, pensée critique, la pensée informatique et également les usages créatifs, donc garder l'agentivité et faire que aussi bien côté enseignant que côté élève, on puisse se poser la question de qu'est-ce qui nous intéresse et qu'est-ce qui nous intéresse pas. Et je reviens à un classique, Les Petits Princes, parce qu'en fait, c'est un des éléments avec les enseignants et les étudiants, c'est dire, en fait, on est de plus en plus dans un monde avec énormément d'outils géniaux. Ça peut même parfois être un peu de dire ouais, ça va trop vite, etc. Mais face à ça,
il y a de plus en plus aussi une responsabilité au kilomètre zéro de l'enseignement, qui est l'enseignant dans sa classe, en train de se poser la question de même s'il y a tout ça, qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je prends pas, et comment je l'intègre, dans quel but. Donc, cet élément peut-être où avec moins de ressources, il se pose moins la question. Là, il se pose la question et il se pose aussi la question de, malgré, par exemple, qu'on puisse améliorer des textes avec des différents outils type d'IA générative pour améliorer une certaine rédaction, peut-être il faut revenir à certaines activités analogiques pour s'assurer que les élèves puissent également être capables d'élaborer sans les outils. Donc, plus ces outils sont accessibles, plus il se pose la question côté enseignant, qu'est-ce qu'on fait rentrer, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on combine, de quelle manière on choisit à chaque moment et selon les objectifs de penser à ces différents aspects. Et dans un but de soutenir les enseignants, donc on a travaillé avec des collègues ici à Nice de Nice, mais également des collègues au Québec et en Suisse, à l'HEP de Vaud. Donc sur une réflexion relativement basique sur différents types d'usages d'IA en éducation d'un point de vue de l'engagement créatif de l'élève ou de l'enseignant, pour se dire qu'au fait, l'IA en soi, c'est juste des outils, donc il faut se demander, voilà, est-ce qu'on est juste en train d'être devant des contenus plus ou moins interactifs, ou est-ce que pour certaines activités, il peut y avoir des activités guidées ou autonomes, des création ou co-création participative des connaissances avec tous ces aspects des pensées critiques qu'on a considérés avant. Et cet autre élément qu'on trouve peu dans les exemples actuels d'usage d'IA en éducation, qui est celle de transformer l'activité d'apprentissage ou l'activité d'enseignement, donc c'est côté expansif, c'est aussi post-vygotskyien, qui est celle de considérer, de dire, OK, maintenant qu'on a toute cette nouvelle palette d'outils, de quelle manière on peut améliorer l'activité. Par exemple, donc, on peut se dire, on veut soutenir la diversité des niveaux des élèves, donc on peut utiliser certains outils pour la différenciation, pour se donner plus de temps en tant qu'enseignant pour accompagner des élèves qui ont un besoin d'accompagnement plus individualisé. Donc, ça nous permet d'un peu de rejouer les cartes et d'avoir plus de possibilités de proposer une configuration des activités différentes. OK. Donc, des exemples concrets. Donc, Adaptive Maths. Donc, comme ça, je chauffe la salle pour Pierre-Yves et les bons micros qu'il va avoir après. Ensuite, donc, cet exemple avec création, co-création des contenus, avec ses besoins là, je pense que c'est vraiment canon pour les enseignants parce que on pourrait encore, il y a parfois des enseignants qui peuvent dire, est-ce que mon métier, il est challengé avec ça? Non, parce que la connaissance disciplinaire, elle est d'autant plus importante qu'il y a ces outils qui permettent de générer tout et n'importe quoi, parce que cette lecture de la qualité de ce qui est produit a besoin d'être faite à partir d'une maîtrise disciplinaire. Donc ça, c'est vraiment super intéressant que l'enseignant puisse permettre donc de décoder, d'améliorer, d'apporter les clés pour faire une production des connaissances qui soit le plus appropriée possible. Et sur ce dernier exemple, donc c'est-à-dire là, au fait, dans les transformations des systèmes d'activité, la question c'est de se décentrer de l'outil et se demander, voilà, quelles sont pour nous les problématiques éducatives qu'on veut ou les objectifs d'apprentissage qu'on veut travailler. Et ensuite, penser qu'il y a une palette d'outils qu'on pourrait mobiliser. Donc, par exemple, est-ce que, si on veut soutenir une meilleure tri des déchets, qu'est-ce qui pourrait être fait? Donc là, à partir de là, pouvoir mobiliser des outils de reconnaissance d'image ou autres comme une manière de se dire l'IA
un peu dans la lignée AI for Humanity, AI for Good, donc l'IA au service de la citoyenneté. Donc, comment on peut imaginer des usages qui permettent de faire une amélioration de nos activités en société. OK? Et juste un élément, donc on a révisé donc qu'est-ce qui se passe actuellement, donc on a révisé l'International Journal AI in Education et on est encore beaucoup dans des systèmes de tutorat intelligent. Donc les pratiques liées à la création, co-création, création participative, apprentissage expansif sont presque inexistantes. Donc on a peu d'usage de ce type-là. Et on doit, pour accompagner, donc, pour la création de ces activités, donc, on a travaillé avec des collègues à Terra Numérica aussi, des activités ici à l'INSPE, avec des images, avec des activités de co-conception de ces activités-là, donc, pour que les enseignants puissent sortir de cet atelier avec une activité qui permet de travailler ces aspects-là. Et juste un clin d'œil aux travaux également de Némosine, donc l'équipe portée par Frédéric Alexandre avec Thierry Biéville et des personnes brillantissimes comme Chloé Mercier, avec lesquelles en fait on s'est donné cet objectif également de se dire à partir des tâches spécifiques avec des données structurées, comment on peut également combiner des approches en sciences de l'éducation avec des approches computationnelles en éducation qui sont vraiment un domaine émergent et super intéressant pour pouvoir à la fois faire avancer les sciences de l'éducation grâce à des approches computationnelles, mais également pouvoir apporter des éléments qui viennent des sciences de l'éducation, qui ont été générés pas du tout avec des approches computationnelles, mais avec beaucoup d'observations qui tiennent en compte des aspects socioculturels de l'éducation et qui actuellement sont peut-être pas assez bien intégrés dans les types des systèmes qu'on a révisés, donc les tuteurs intelligents qui sont habituels. Oui, alors merci Margarida, tu as plein de compliments dans le chat. Et c'est le moment d'échanger avec toi quelques minutes. Alors, c'est formidable, il y a des gens qui ont répondu à tes propres questions. Il y a beaucoup d'entraide dans le chat. La chose la plus importante que je vois, c'est un fil de discussion et de réflexion autour de l'égalité des chances, autour de ceux qui sont en apprentissage, de ceux qui sont en enseignement adapté parce qu'ils sont cognitivement extraordinaires, qui ne sont pas neurotypiques. Est-ce que toi, tu as des éléments de réponse là-dessus? J'ai l'impression que ça nourrirait la réflexion de plusieurs collègues dans le chat. Ah oui, moi, en fait, c'est justement cette diversité à tous les niveaux, parce qu'il y a la diversité linguistique, il y a la diversité socioculturelle, parce qu'on vient de cultures et même de la ruralité versus vivre en zone urbaine. Il y a tellement de diversité et de perception du monde que je pense que ce qui est super intéressant, nos modèles, peut-être en sciences de l'éducation, on essayait d'être parfois déclassés de manière parfois un peu réductionniste ces potentiels d'apprentissage. Et je pense que en rentrant dans des approches davantage computationnelles, on pourrait mieux comprendre, par exemple, comment les personnes avec des difficultés visuelles, donc avec la diversité visuelle, ont des stratégies qui sont parfois supérieures à la résolution de problèmes ou d'autres éléments qui viennent éclairer également des stratégies qu'on pourrait donner aux personnes considérées comme étant voyants normaux. Donc, je pense que tout cet aspect de pouvoir modéliser des activités, avoir des corpus de données éthiquement constitués et dans lesquels on peut considérer ça pourrait nous permettre de dépasser une vision de manque en disant voilà, un élève dans tel cycle scolaire, il doit être à ce niveau de compétence, etc., pour peut-être avoir une vision un peu plus développementale dans lesquelles on permet aux élèves de progresser par rapport à leur propre individualité et aussi valoriser cette individualité. Donc, moi, je vais être optimiste de ces côtés-là. J'espère même qu'au fait, plus ça va aller, plus on va pouvoir même valoriser
c'est que les divergents des différents types peuvent apporter à la compréhension des apprentissages. Je ne sais pas si ça va dans ce sens. Oui, non, c'est super, merci beaucoup. Moi, je vais exemplifier très vite Scratch, le truc pour apprendre à programmer, et les non-voyants. Une collègue à vous a fait programmer donc un Scratch avec des Lego, un Scratch en braille évidemment, et en fait c'était très intéressant car les enfants non-voyants réfléchissaient beaucoup plus, ils avançaient beaucoup moins par essai-erreur, tu connais bien ces stratégies Margarida, et ils planifiaient beaucoup plus leurs mouvements, on comprend que dans la vie aussi ils font ça, et du coup c'était un vrai partage pédagogique avec les enfants. Voilà, bon, je ne vais pas aller plus loin. Donc oui, c'est super. Il y a aussi une question, je ne sais pas si tu sais ce que c'est, toi. Non, je déconne. La pensée algorithmique. Donc on a été re-questionné. Quelqu'un a répondu que la pensée informatique, pardon, que c'était la pensée algorithmique, c'est-à-dire piger ce qu'est l'algorithme et sa mise en œuvre à travers un programme. Et puis moi, Thierry, je rajoute, c'est aussi le codage de l'information. Comment comprendre les pixels, pourquoi le binaire, il y en a partout, etc. Est-ce que toi, tu compléterais cette description rapide de la pensée informatique? Peut-être un élément, et sur ça, il y a les travaux de Morgan Chevalier du côté aussi suisse, c'est qu'il y a tous ces aspects de, comme tu dis, de modélisation. En fait, l'informatique, comme les mathématiques, comme la langue, comme tout autre, c'est un système de représentation du monde. Donc, ça veut dire une sensibilité subjective, culturelle et autres. Et c'est avec tout ce potentiel créatif, mais aussi des biais. Et je pense que cette volet-là, qui est celui de prendre le temps de comprendre comment on a décidé de modéliser et de représenter, mettre l'accent sur certains éléments et pas d'autres, et au moment de créer un système, a un impact très fort. Donc, ces côtés de modélisation initiale, donc, et de sortir de cette représentation erronée que ce qui est technologique ou informatique, c'est neutre. Donc, les algorithmes, voilà, c'est parce que c'est un algorithme, on doit y adhérer. Donc, moi, voilà, un des objectifs qu'on se donne quand on peut intervenir, c'est de pouvoir faire prendre conscience que même un petit code dans lequel on a décidé de représenter certains types de variables correspondant à certains phénomènes, c'est déjà des choix très importants qui intègrent une vision du monde. Donc, et c'est ça aussi qui fait qu'on a tous besoin de comprendre ces éléments de base pour pouvoir les discuter et se dire que si un jour on travaille pour une plateforme, on est capable de négocier l'algorithme et pas simplement subir ce que la plateforme, c'est que les personnes qui ont mis en place la plateforme, on réfléchit sans négociation. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, tu as introduit un truc qui peut être intéressant, qui est aussi un exemple très concret. En quoi ça offre une seconde chance, tout ce machin? Donc, effectivement, il y a la première idée, c'est que l'ordinateur ne juge pas. Et donc, si tu te plantes, bah, tu as le droit de rejouer autant de fois que tu veux, il n'y a pas de game over, enfin, le temps d'apprentissage. Et puis, il y a aussi l'idée que c'est nouveau. Les gens l'ont dit dans le chat. Et donc, ça peut permettre, par exemple, à un enfant qui est dégoûté des maths, de se dire, bah, tiens, en informatique, c'est nouveau, je peux redonner ma chance. Et après, il se rend compte qu'il fait aussi des maths et qu'il n'était pas si nul que ça. Tu as une question qui m'intéresse, enfin, je la choisis juste parce que je sais que Margarida a une réponse là-dessus. Dis-moi, Margarida, si j'utilise des IA génératives d'images, comme dit Amélie, est-ce que ça va sublimer mon talent ou est-ce que ça va juste pallier à mes insuffisances créatives? On crée mieux avec la machine? Ça dépend. Donc, voilà, tout est possible. Donc, on peut générer n'importe quoi. Donc, et les trucs, c'est que s'il n'y a pas l'expertise de l'autre côté pour juger également selon si on est par exemple en train de générer ces images en histoire, si on n'a pas avec qui contraster la véracité ou des stratégies de recherche scientifique pour vérifier ça, on pourrait créer quelque chose et même pas être conscient que ce qu'on a créé, c'est incorrect. Donc, je me dis qu'au fait, on est encore plus dans un besoin d'expertise aujourd'hui et de savoir, voilà, où est-ce qu'on peut, quelle est la démarche pour vérifier la qualité des informations.
Et donc, voilà. Mais en tant que pour les domaines créatifs, je pense qu'il y a beaucoup de potentiel. Donc, ouais, c'est à jouer. Il faut jouer avec ce type de choses. Ouais. À condition, et là je reprends des propos dans le chat, que l'humain prime d'abord. Vous voyez, plus on est plongé dans l'IA techniquement, plus on crie, on hurle qu'il faut pas faire que de l'IA. Axel l'avait dit de manière très raisonnée par rapport à l'éducation. Et oui, et quand on fait de l'IA, le matin, on a envie de faire autre chose l'après-midi. Tu as plein de questions, Margarida, sur les outils. C'est-à-dire que les gens ont adoré tes slides, ils sont restés sur leur faim. Et donc, c'est vrai que si c'était possible quasiment pour chaque slide, moi qui connais tes travaux et les travaux auxquels tu participes, si tu pouvais donner des liens pour nos amis en complément de ton intervention, ce serait vraiment cool. Ok, oui, je vois vos places. Mais en fait, l'autre chose, c'est que par exemple, ce qui est très intéressant, c'est au fait souvent comme enseignant, on s'en met plein sur le dos. Et je ne connais pas des enseignants qui s'ennuient. On va dire, il y a beaucoup de défis. Donc, ces éléments-là, par exemple, quand on propose une activité, par exemple, de générer une image, il y a aussi le fait de dire, on peut responsabiliser, notamment si au secondaire, de dire, OK, on va faire une première activité dans laquelle vous allez explorer différents outils de génération d'images. Ensuite, on va voir lesquels sont plus éthiquement raisonnables d'utiliser. Et ensuite, on va générer. Mais que ce fait d'analyser l'outil puisse faire partie de l'activité en soi qui est développée en classe pour deux raisons. Une, parce que si on met tout sur les dos des enseignants et sur les soirées et week-ends des enseignants, ça fait beaucoup de boulot pour être tout le temps en train de la recherche des meilleurs outils, etc. Donc, je vais quand même vous donner des listes d'outils, hein, mais l'autre chose, c'est que c'est la réflexion de ce travail des sélections et de dire non, ça, on ne peut pas l'utiliser pour telle ou telle raison. Je pense que c'est même une activité qui est très intéressante à mener avec aussi bien les élèves qu'avec les futurs enseignants, parce que ça fait un peu ça fait les modélages de quels sont nos critères ou quels peuvent être des critères au moment de choisir des outils. Merci, c'est super. Moi, je me tourne vers Marie et Bénédicte, grâce à qui on a pu avoir ce bel échange. Le mot de la fin, entre guillemets, peut-être un dernier tour de table. Axel, Margarida et Pierre-Yves, pour peut-être relever un point sur lequel vous avez envie d'ajouter quelque chose. Je voulais que je commence peut-être. Je vais commencer en rapide. On a un enjeu extrêmement fort d'orientation possible pour les jeunes publics, donc les très jeunes qui sont dans nos classes actuellement. Il va y avoir beaucoup de transformations qui peuvent être très violentes dans la société, avec peut-être plus de destruction d'emplois que de création d'emplois. Mais ce qui est certain, c'est que ce n'est pas tant l'IA qui remplacera telle ou telle personne, mais que des personnes qui savent se servir de manière critique de ces services-là, qui pourront peut-être avoir plus de chances de s'intégrer dans une société telle qu'elle est, c'est-à-dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Quand il y a une révolution industrielle, la révolution industrielle, elle transforme absolument tout de manière systémique. On a un enjeu gigantesque d'orientation des jeunes, et notamment des jeunes filles, vers les sciences, vers le numérique et vers les sujets d'IA. Se saisir de ces chances-là, c'est le rôle de chacun des enseignants. Et donc, vous savez bien qu'on n'est pas notamment en France, hein, je sais bien qu'il n'y a pas que des Français qui assistent au webinaire, mais on a un vrai sujet d'orientation des jeunes vers les filières scientifiques, numériques et IA, et encore plus fort des jeunes filles. Donc, c'est vraiment à nous d'être vigilants, à dire que certains métiers sont bien faits aussi pour les jeunes filles, et il faut aussi montrer des exemples. Donc là, on a une grande chance d'avoir Margarida Romero qui peut être dans des rôles modèles aussi, d'aller vers ces filières-là. Donc il y a un enjeu crucial vers ces sujets-là, et je prends juste un exemple. En cybersécurité, cette année, il y a 15 000 postes non pourvus en France, et ces sujets de cybersécurité n'iront pas en descendant. Les besoins sont immenses, les capacités de proposition de métiers qui vont évoluer sont vraiment devant nous, et il faut absolument que des jeunes filles et des jeunes garçons aillent vers ces métiers-là en s'appuyant sur nos valeurs démocratiques. C'est-à-dire qu'il y a des parcs continentales là qui ne se posent aucune question sur l'éthique, qui ont des IA qui sont développées pour contrôler leur population. C'est pas notre vocation. Mais encore faut-il qu'on ait des jeunes qui aillent vers ces filières-là, sinon on sera condamné à utiliser des services pensés par d'autres très très loin de nos valeurs.
Voilà, c'est mon mot de conclusion. Margarida? Oui, donc je fais des pouces à ça et donc voilà, moi je voudrais donc encourager les enseignants donc et il y en a, j'ai pu lire les chats donc il y en a beaucoup qui sont là à se dire vous êtes en contrôle et peut-être du côté de bonnes nouvelles, les métiers de l'enseignement c'est peut-être un des moins automatisables. Good news. On est du côté chaotique et hyper complexe humain de la chose. Et donc, c'est à vous de rester en contrôle et de décider qu'est-ce qui est intéressant ou pas. Mais pour ça vaut la peine de jouer et même d'engager les élèves à tester des choses de manière guidée avec vous, etc. Et surtout pas se stresser dans son coin à faire ça les week-ends tout seul, mais plutôt aller dans des ateliers qui sont organisés par la médiation scientifique de l'INRIA ou par les DRAN dans les différentes académies, dans les différents programmes de formation académique, parce que c'est là où vous pouvez trouver des personnes qui peuvent aussi venir dans les classes, tester des choses, etc. Donc, il y avoir un peu cette approche de jouer avec et de trouver les éléments qui sont intéressants pour vous, parce qu'à la fin, en fait, c'est l'enseignant qui décide qu'est-ce qui se passe à la classe. Du coup, peut-être pour conclure, rebondir sur ce que disait Margarida et Axel. En fait, j'encourage effectivement la sensibilisation et l'acculturation à l'intelligence artificielle en fait pour les plus jeunes. Et je vous encourage tous à essayer. Et en réalité, pas forcément justement en gardant le contrôle, parce qu'en fait, peut-être que parfois un frein pour certains enseignants de parler d'intelligence artificielle en classe, c'est l'idée de se dire « Ah, mais je ne sais pas tout, je ne maîtrise pas tout, je ne comprends pas tout » et ça va peut-être me mettre dans une position difficile. Et en réalité, finalement, peut-être ce qui est très, très important, c'est avec les élèves d'explorer et de découvrir avec eux et tout en montrant que c'est OK de ne pas tout comprendre et de ne pas savoir. Ça participe de leur montrer que la découverte et l'incertitude fait partie des apprentissages. Ça fait partie de faire l'exercice avec eux, de poser des questions curieuses et d'aller chercher des réponses à propos des techniques d'intelligence artificielle. Et je pense que ça va aussi, du coup, avec cette approche-là, les amener à eux-mêmes à progresser sur leur métacognition, la curiosité, la compréhension des apprentissages. Donc moi, je vous encourage vraiment, et surtout, comme Margarida le dit, ne stressez pas, explorez avec vos élèves. Vous allez y prendre plaisir. Bénédicte et ou Marie? Juste un petit dernier mot. Merci à tous pour votre présence ce soir. Alors, pour Bénédicte et moi, ingénieur pédagogique là, sur le MOOC Intelligence artificielle pour et par les enseignants, on a du monde sur le forum, mais donc c'est un plaisir de voir voilà, cette rencontre en live. C'est toujours plus intéressant. Et puis, merci à tous nos intervenants scientifiques, collègues avec lesquels on a toujours plaisir à échanger. Pour terminer, juste donc bien sûr tout sera disponible support enrichi avec des liens, les réponses les questions qui n'ont pas été répondues dans le chat seront aussi complétées avec notre travail de synthèse sur ce webinaire. Et donc tout sera disponible à partir du 8 février, donc la semaine prochaine. Et voilà, donc sur ce, on vous souhaite tous une très bonne soirée et puis à bientôt peut-être pour un prochain webinaire qu'on envisage le 3 avril sur des sujets qui sont encore à définir, mais qui sera probablement une restitution sur le projet globalement et le retour de ce projet expérimental sur l'utilisation de l'IA dans l'éducation.